Une semaine après la chute de Ben Ali, la Tunisie est toujours dans la tourmente. Pourtant, lors du premier Conseil des ministres, le pouvoir transitoire a montré des signes de bonne volonté. Il a décidé de légaliser tous les partis d'opposition. Une loi d'amnistie générale incluant les islamistes a également été votée. Mais les Tunisiens ne semblent pas satisfaits et contestent le nouveau gouvernement. Ils dénoncent la présence à des postes clés de ministres ayant appartenu à l'ancien parti de Ben Ali, le RCD. Ils sont en contact avec Ben Ali et c'est pour cela qu'on veut qu'ils dégagent tous. Ceux qui sont encore au pouvoir aujourd'hui ont du sang sur les mains. Je n'ai pas confiance en eux. Ces ministres ont pourtant annoncé leur retrait du parti et le bureau politique a même été dissous. Mais la population ne veut plus les voir et a applaudi à l'arrestation de 33 proches de Ben Ali. Des arrestations qui ont permis de mettre au grand jour la fortune colossale de son clan. C'est le porcelain de Limoges. De Limoges. C'est notre argent, ça. Voilà, c'est notre argent. De leur côté, les pays européens ont décidé de geler les avoirs de l'ex-président et ses proches. La Suisse devrait bloquer leurs comptes dans les jours à venir. Pour en parler, nos deux nouveaux invités, Mohamed Sifawi, bonjour, écrivain, journaliste, qui a des informations à nous donner. Il a donné d'ailleurs en partie dans le Figaro Magazine aujourd'hui sur le départ de l'ex-président Ben Ali, vous nous en parlerez. Et Anissa Daoud, bonjour, une jeune auteure, comédienne, qui a, et vous me l'avez dit, participé à cette révolution, donc le récit de l'intérieur en quelque sorte de cette révolution. À quel moment, vous, avez-vous décidé d'y participer ? Décider est un grand mot. J'y ai participé au milieu d'une foule innombrable venant de toutes catégories sociales, de tout milieu, de politisé ou non. Il y a quelque chose des revendications et des fortes qui grondent en Tunisie depuis très longtemps. Il ne faut pas oublier qu'en 2008, il y a eu pendant 6 mois une révolte du bassin minier à Ardaïef et à Gafsa. Cette révolte-là n'est pas parvenue à tous les Tunisiens parce qu'à l'époque, Facebook avait été coupé. Par la suite, suite à des pressions américaines, Facebook ne pouvait plus être coupé par le gouvernement tunisien. Et c'est ce qui a fait que cette fois-ci, quand les tirs ont commencé à pleuvoir, quand des concitoyens sont tombés, ça a été une réaction émotionnelle et non pas une décision. On était tous dans la rue en même temps parce que c'était intolérable. Voilà. Donc c'est important ce que vous nous dites parce que vu d'ici, on a eu l'impression à un certain moment, pour ceux qui connaissent mal la Tunisie, que c'était un mouvement complètement spontané. Or, vous nous dites qu'en fait, ça couvait. Mais bien sûr que ça couvait. Et qu'il a fallu qu'un jeune vendeur de fruits et légumes décide de s'immoler pour que tout d'un coup, ça explose. Effectivement. Mais ça couvait. Ça couve depuis énormément de temps. On me demande beaucoup, puisque je suis comédienne, s'il y avait des prémices de ça dans la création artistique. Oui. Je lis depuis 4 ans des scénarios dans lesquels il y a des émeutes et ils ne sont pas encore réalisés, mais et peut-être qu'ils étaient bloqués, j'en sais rien. Ça couvait de partout, ça couvait dans les revendications, le bassin minier, je vous ai dit, la cyberdissidence, le mouvement Anonymous, même des gens pas du tout politisés qui l'année dernière avaient créé un mouvement avec une manifestation, ce qu'on connaît rarement en Tunisie, une manifestation de blogueurs et de tweeters qui étaient descendus dans la rue habillés de blanc et qui avaient été fortement réprimés. En faisant ça, le gouvernement avait politisé aussi certaines personnes, certains journalistes, certains Facebookers. Et le mouvement Anonymous, duquel est sorti Slimane Mamou. Ça couvre depuis longtemps, mais oui, il y a eu un déclencheur émotionnel et du coup, ça a été une revendication, ça a été une réaction des tripes. Et alors, aujourd'hui, on est un petit peu au milieu du gué. On voit bien que ce gouvernement est composé à la fois de nouveaux ministres, qui étaient dans l'opposition, mais d'anciens ministres, partisans de l'ex-président Ben Ali. Et on voit bien aussi qu'il y a de plus en plus de manifestations pour réclamer le départ de ces anciens ministres. À votre avis, ça va aboutir à quoi? Je ne suis pas analyste politique. Ce que je peux dire, c'est qu'on n'est pas prêt à se faire voler cette révolution. Cette révolution, excusez-moi, j'ai envie de dire ça du bout depuis le début. Arrêtez de l'appeler la révolution du jasmin. Vraiment, arrêtez. Elle n'a pas du tout l'odeur du jasmin. Le jasmin n'est pas à Sidi Bouzid. C'est une expression qui a d'abord été employée en Tunisie. Hein. Elle a été importée ici, mais de Tunisie. Je ne m'en suis pas rendu compte, je veux bien le trouver et m'expliquer avec lui qui l'a inventé. Et il peut arriver que les fleurs soient aussi tachées de sang, hein, comme tout à fait. les œillets au Portugal ou le jasmin. Disons que nous, on ne l'appelle pas. Pour certains dans le sud, c'est la révolution des libres. Du côté de Tel, c'est la révolution du fer et du sang, parce que ça a été sanglant. Mais pour nous, voilà, c'est une révolution, c'est la nôtre, on n'est pas prêt à se la faire voler. Et qui va aboutir à quoi? Parce que là aussi, alors vous allez peut-être dire que c'est un fantasme
occidentale sur le risque islamiste. Au bout de cette révolution, vous voyez quoi comme société tunisienne et société politique tunisienne? On veut projet de société. On veut pouvoir en débattre, se tromper si on veut, voter et inventer notre société. C'est ce qu'on demande. Oui. C'est pour ça que les revendications actuellement dans la rue sont encore à la rupture la plus totale avec, avec tout ce qui représentait symboliquement ou en personne l'ancien régime. Après, on sait parfaitement qu'il y a des compétences, qu'il y a des techniciens, qu'il y a des gens qui avaient les mains propres, même s'ils ont fermé les yeux ou ils ont été plus ou moins complaisants. Même des gens qui étaient employés par l'ancien régime et qui n'avaient même pas leur carte au RCD. Ça, on le sait. Et l'important pour moi, c'est que cette révolution ne se dévoie pas en restant vigilante et juste. Et qu'on réclame des procès rapidement pour faire le tri, justement, entre les personnes qui ont réellement été coupables et celles qui ne le sont pas. Le projet, c'est la liberté. Le projet, c'est pouvoir intégrer aussi les franges de droite, islamistes, etc. et pouvoir les contrer du point de vue démocratique, sur le terrain démocratique. Islamisme et démocratie, pardonnez-moi, c'est pas un peu candide de votre part? C'est pas candide. Ce que je dis, c'est que j'ai envie de les intégrer dans le jeu politique, dans le débat, et de pouvoir les contrer sur ce terrain-là. J'ai plus envie qu'ils soient contrés parce qu'ils sont torturés et mis dans des geôles. C'est normal. Comme en Algérie à un certain moment. Est-ce que le témoignage d'Anissa Daoud nourrit votre propre réflexion sur cette révolution tunisienne? Absolument. D'abord, il est très touchant et il rejoint totalement les différents témoignages que j'ai pu recueillir, aussi bien au sein de la population, au sein de l'opposition, que, je dirais, une partie de ceux qui ont servi Ben Ali, disent-ils malgré eux, les gens que vous avez cités, qui, dit-on, sont plus ou moins propres, en tout cas beaucoup plus propres que d'autres, et qui aujourd'hui se retrouvent totalement dans une situation où ils sont totalement désespérés. Parce que le système Ben Ali, je pense qu'il n'a pas révélé tous ses secrets, on ne sait pas encore tout. Ce qu'on sait aujourd'hui, c'est que c'est un système très tordu, qui a dirigé le pays par la terreur. On parle souvent de terreur islamiste, que j'ai eu l'occasion de dénoncer chez vous, mais Ben Ali a usé de terreur, une terreur psychologique très souvent, y compris sur ses propres collaborateurs. Et alors, vous dites vous-même qu'il est encore à la manœuvre. Sur quoi, alors bon, il est en Arabie Saoudite, sur quoi vous fondez-vous pour le dire? Sur des sources très crédibles au sein même du système tunisien. Ce que j'ai constaté en recueillant les informations, des informations auprès de personnes que je connais depuis très longtemps, c'est que Ben Ali terrorise toujours, y compris à distance. Je vous donne un exemple. Pas plus tard qu'avant-hier, l'ambassadeur de Tunisie auprès de l'UNESCO, qui a eu le courage de démissionner le jour avant. Qui était à la place de... Et qui était là. Ça fait sourire Anissa Daoud, mais qui était là la semaine dernière. Oui, non, mais c'est factuel, a été menacé et il a été obligé de solliciter l'État français pour une protection qu'il a obtenue. Menacé de mort. Il a eu des menaces, il a eu des intimidations, y compris sa famille. Donc, si vous voulez... suggérez que ce sont des hommes de l'ancien président? Moi, ce que je sais, c'est que les hommes de l'ancien président agissaient, y compris en France. À Botzaris, le siège du RCD pouvait envoyer des gens pour des contre-manifestations, ici même à Paris. Il y a un opposant qui a été interviewé par la chaîne Al Jazeera, le journaliste s'est vu voler toutes ses affaires, le journaliste d'Al Jazeera, et tous les rushs. La police française avait identifié les voleurs, mais il n'y a pas eu une suite judiciaire, à ma connaissance, qui a été donnée, parce que Ben Ali était toujours là, et on savait pertinemment que c'était des hommes à Ben Ali qui avaient volé ces enregistrements où il y avait la parole d'un dissident. Le rôle de Kadhafi, est-ce que Ben Ali pourrait se rendre en Libye et obtenir le soutien de Kadhafi pour éventuellement reprendre le pouvoir ou le faire reprendre par ses soutiens? Je pense que 10 ans auparavant, Kadhafi aurait peut-être envoyé son armée en Tunisie, mais comme il était obligé d'évoluer ces dernières années, il est obligé de se tenir à une attitude quelque peu mesurée. Mais ces déclarations montrent qu'il voit d'un très mauvais œil ce qui s'est passé en Tunisie, la révolution des hommes et des femmes libres. Moi, je ne l'appellerai pas la révolution de Jasmin, la révolution d'un peuple qui aspire à la liberté. Et cette révolution, je pense que Kadhafi fera tout pour la torpiller. Donc, je fais confiance à mes amis tunisiens pour qu'ils restent très vigilants à l'égard de Kadhafi, mais vigilants aussi à l'égard de ces islamistes tapis dans l'ombre et qui attendent l'horreur pour non pas composer avec les démocrates, mais se jouer des démocrates et des démocraties. Pour ça, ils sont connus, notamment Rached Ghannouchi, qui est un pur produit de l'idéologie des frères musulmans, sait très bien infiltrer
le système pour justement essayer de réislamiser la société Donc par vous, le vous bas. n'excluez pas ce risque? Je pense que les Tunisiens sont mûrs pour... moi, je suis d'accord pour piéger les islamistes dans le jeu démocratique, mais il faut qu'ils restent vigilants. Il faut qu'aujourd'hui, ils réaffirment encore et encore que les acquis, laïcité, égalité homme-femme, les acquis démocratiques qu'ils ont arrachés au prix de leur sang, alors que les islamistes étaient tous réfugiés à Londres et dans certaines monarchies arabes, il faut que ces acquis-là soient intouchables. D'un mot, une question qui vous est posée, mais vous y avez répondu en partie. Quelles seraient les clés d'une démocratie durable en Tunisie? Quelles seraient les clés? Eh bien justement, un jeu pluraliste, que tout le monde joue le jeu démocratique, qu'on n'exclut personne, que tous les citoyens tunisiens se réapproprient. Et c'est ce qu'ils ont fait dans la rue, ils se sont réappropriés un territoire. On était étrangers dans notre pays. Et là, c'est plus le cas. Je voudrais dire que cette révolution, ça a été une révolution, comment dire, un triomphe contre la peur. Parce qu'effectivement, Ben Ali a instillé la peur. J'ai même pas besoin de croire au fait qu'il tire les ficelles à distance de Jeddah. Le système Ben Ali est encore là, même si lui est parti. Et le système Ben Ali repose essentiellement sur notre peur. Et aujourd'hui, dans la rue, la peur a changé de camp, clairement. Et la dignité, ça a été une reconquête de notre dignité, de notre identité. Parce qu'on se croyait condamné à la médiocrité. Et on s'est rendu compte que non. On a recommuniqué, on s'est associé, il y a eu de la solidarité. On s'est rendu compte qu'on pouvait être un groupe. Et tout ça, je pense que c'est irréversible. Et c'est avec ça qu'on fera notre démocratie. Merci pour ces précisions et merci Anissa Daoud d'être passée sur le plateau de Revue et Corrigé. Je sais que vous repartez pour la Tunisie, oui. Donc j'imagine manifester de nouveau avec les vôtres. Merci encore.